Bonjour Emeline. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet passionnant et assez technique. La forêt privée en France. On s'appuie sur une source récente, le Guide de la forêt privée de 2022, pour décrypter un peu tout ça. Oui, bonjour, c'est un patrimoine immense, la forêt française. Ah oui, les chiffres sont parlants. Quatrième surface forestière d'Europe. Exactement. Et ce qui est clé, c'est qu'elle est privée aux trois quarts. Ça fait 12 millions d'hectares, c'est considérable. Et économiquement, ça pèse. Ah oui, plus d'1% du PIB, près de 400 000 emplois directs ou indirects. C'est pas rien. Mais le guide souligne aussi un souci. Le morcellement. Tout à fait. L'objectif ici, c'est vraiment de dégager les points essentiels. Détenir, gérer, la fiscalité, tout ce qui touche à la propriété forestière privée. Un patrimoine riche, avec une histoire, des ressources, mais aussi très encadré, faut le dire. Le code forestier s'applique à toutes les forêts, publiques comme privées. Alors, un truc qui m'a frappé dans le guide, c'est vraiment le profil des propriétaires. C'est contrasté. Ah oui, On a 3,3 millions de proprios privés. Une énorme majorité à moins d'1 hectare. oui, souvent des parcelles héritées avec une valeur plus sentimentale qu'économique parfois. Voilà. Mais de l'autre côté, 11% des propriétaires détiennent plus des 3/4 de la surface. Là, c'est l'inverse. L'enjeu économique est majeur. C'est ça. Et puis il y a ce chiffre sur l'âge. Oui, 74% qui ont 65 ans et plus. Ça pose question pour l'avenir, non? Clairement, ce morcellement et ce vieillissement, ce sont de vrais défis pour une gestion dynamique, disons. Et il y a des solutions. Pour éviter que chaque petite parcelle soit gérée dans son coin, Heureusement, oui. Il existe des mécanismes pour se regrouper. Soit pour la gestion, comme les associations syndicales, ou les JEF, ces groupements forestiers qui mutualisent les chantiers et la surveillance. d'accord. Soit pour regrouper la propriété elle-même. L'outil le plus connu, c'est le groupement forestier, le GF, très utilisé pour garder la forêt dans la famille, ou même pour investir. Et ce droit de préférence pour les voisins, quand on vend une petite parcelle? Oui, ça existe pour les parcelles de moins de 4 hectares. Ça peut être un peu complexe à gérer en pratique, mais l'idée est de favoriser le remembrement. Parlons de la gestion elle-même. Le guide insiste beaucoup sur la gestion durable. C'est quoi exactement? Alors c'est un concept qui vient d'assez haut des conférences internationales comme Rio, Helsinki. L'idée c'est de trouver un équilibre Équilibre entre quoi et quoi? entre la production de bois, l'économique, la préservation de la biodiversité et des sols, l'écologique, et puis l'accueil du public, le paysage, le social. Et pour le propriétaire, ça se traduit comment concrètement? Des contraintes? Oui, des obligations. La principale, c'est souvent de devoir disposer d'un document de gestion durable agréé. Le plus connu, c'est le plan simple de gestion, le PSG. Ah oui, le PSG. Obligatoire à partir de quelle surface? À partir de 25 hectares d'un seul tenant, ou pour des propriétés dispersées qui atteignent ce seuil dans une même région. C'est un vrai plan stratégique sur 10, 15, 20 ans. Et à part ça? Il faut respecter les règles de coupe, bien sûr, assurer la reconstitution de la forêt après une coupe rase, et puis, dans le sud surtout, il y a les OLD, Les OLD. obligation légale de débroussaillement, pour la prévention des incendies. C'est une charge importante dans certaines zones. Et d'ailleurs, si un PSG existe, ça doit être mentionné dans l'acte de vente. L'acheteur doit savoir. Le guide aborde aussi des situations juridiques un peu épineuses, comme l'indivision. Ah, l'indivision successorale. Oui, c'est fréquent et ça peut bloquer toute gestion pendant des années si les héritiers ne s'entendent pas. Et l'autre cas, c'est le démembrement de propriété. Usufruit, nue propriété. Exactement. L'usufruitier utilise, le nu propriétaire possède les murs. Et là, on touche aux limites du Code civil de 1804 pour un bien vivant, comme la forêt. Comment ça peine? Le code répartit les droits et les charges. Mais pour des arbres qui poussent sur 50 ou 100 ans, qui décide de la coupe? Qui touche l'argent de la vente? L'usufruitier. Qui paye les gros travaux de reboisement? Le nu propriétaire. Mais c'est pas clair, pas défaut. Pas toujours. Ou pas adapté au rythme long de la forêt. Donc, une convention entre usufruitier et nu propriétaire devient cruciale pour bien gérer et éviter les conflits. Passons à la fiscalité, souvent un point sensible. C'est spécifique pour la forêt? Disons que oui, c'est un régime assez particulier. D'abord, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, mais il y a des exonérations possibles. Par exemple? Temporaires après des plantations, ou dans des zones spéciales comme Natura 2000 sous conditions. Et pour l'impôt sur le revenu, on est taxé sur les ventes de bois. Alors non, et c'est une grosse spécificité, on est imposé sur la base d'un revenu cadastral forfaitaire, le forfait forestier. Peu importe si on a vendu beaucoup ou pas du tout cette année-là. Ah d'accord, avantageux ou pas, ça dépend des années, j'imagine. Voilà. Ça lisse, mais ça peut être déconnecté de la trésorerie réelle. Ensuite, pour l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, Oui.
La forêt peut être exonérée si c'est un bien professionnel. Sinon, il y a un abattement de 75% sur sa valeur, mais attention, sous condition de l'appliquer une gestion durable certifiée. Et le fameux régime Monichon. C'est pour les successions et donations. Exactement. C'est le gros dispositif incitatif. Exonération de 75% des droits de mutation. C'est énorme. La contrepartie. Un engagement ferme de gestion durable sur 30 ans, 30 ans. avec un bilan tous les 10 ans. C'est très engageant, faut bien réfléchir, hein. Ça assure une continuité, mais ça lie le propriétaire. Et pour savoir ce que vaut une forêt, avant d'acheter ou de vendre. C'est complexe. Le guide distingue bien la valeur technique, le bois sur pied, le terrain, et la valeur vénale, le prix du marché. Parfois s'ajoute une valeur d'agrément, la chasse, le calme. Donc, pas simple à estimer seul. Non. Faire appel à un expert forestier, dont la profession est d'ailleurs réglementée, c'est souvent indispensable. Et le notaire a un rôle clé d'information lors de la transaction sur tous ces aspects. Gestion, fiscalité, servitude éventuelle, les OLD. D'accord. Bon, pour essayer de résumer tout ça, détenir et gérer une forêt privée en France, c'est s'inscrire dans un cadre assez dense, hein, juridique, fiscal, environnemental. Avec la gestion durable comme fil rouge. Voilà. Mais tout en composant avec ce morcellement historique et des outils comme le Monichon qui essayent de pérenniser la gestion sur le long terme. Très clair. Une dernière pensée peut-être pour ouvrir la réflexion? Ben, on a parlé du profil vieillissant des propriétaires. Oui. Et en même temps, on demande de plus en plus aux forêts de rendre des services autres que le bois. Stocker du carbone, protéger la biodiversité, l'eau, des services environnementaux qu'on commence à peine à savoir valoriser économiquement. Exactement. Alors la question c'est comment cette double tendance, vieillissement d'un côté, nouvelles attentes sociétales de l'autre, va influencer l'avenir de ces forêts privées et les pratiques de gestion. C'est un vaste sujet pour demain.